Tu vois? Pour que de temps en temps, Chiroma existe. Parce que si nous, on ne parle pas de Chiroma, comme il parle souvent, il vient dire que Chiroma. Qui va parler de Chiroma? Vous-même, vous ne parlez pas de lui. Sur un live de 1 heure, vous avez passé 80, ça veut dire que, je veux dire quoi, 35 minutes, 40 minutes, voire, à parler de Maurice Kamto. Et là, il a accordé 20 minutes seulement à Chiroma. Vous voyez que c'est tout, dans tous les cas, c'est Maurice Kamto qui gagne. Maintenant, vous êtes obligé de faire ça pour que nous parlions de Chiroma, pour que Chiroma existe. Oui, c'est pour ça que vous voyez Ngachou. Ngachou pas tout le temps vous attaquer sur Facebook. Pour que vous répondiez, pour que ça vous énerve, pour que vous parliez de Chiroma. C'est ça le travail de Ngachou. Parce que si vous ne commentez pas, Ngachou va devenir malade. Je vous lance un défi. Les prochaines publications de Ngachou, que personne, même quand on ne peut pas, on ne compte pas le peuple. C'est-à-dire que personne ne commande. Que le peuple ne commande pas. 5 fois comme ça, Ngachou va devenir fou. Donc, toutes les publications de Michel Ngachou visent à rappeler. Un temps, il avait dit qu'il ne parlait plus de Maurice Kamto. Vous vous souvenez? Il avait dit que je ne parle plus de lui, je l'appelle maintenant l'entité. Il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu. C'est plus fort que lui. On lui a rappelé. Tu vas m'avoir rappelé que ne t'amuse pas. Je te paye pour ça. Tu ne parles pas de MK, que tu vas parler de qui? Je te paye pour faire ce que tu fais là. Il a repris le travail, non? C'était fort, mais Ngachou ne pouvait pas. Il a commencé que l'entité politique, il a fait comme ça là 3 jours. Alors Michel Ngachou, mon ami n'est ami, je ne sais pas avec moi, je te paye pour ça, d'accord? C'est moi le président qui te parle, laisse mon affaire, moi je sais ce que je fais. Toi parle seulement de Maurice Kamto. Ngachou matin, midi, soir. Matin, midi, soir. C'est ça, c'est le Kamto bashing qui les nourrit tous. C'est-à-dire principalement Michel Ngachou. Principalement le comptoir politique. Celui qui est en Belgique. Ils savent. Vous avez vu, l'autre a voulu amener Bertrand Mangdang ça. Jean Bertrand Mangdang a dit que frère, moi je veux pas un problème Maurice Kamto. Si tu as des choses à demander à Maurice Kamto, va à Santa Barbara. Il a dit ça à Olivier Tchana. Ça les a, même Kameko il a dit que mon frère, c'est quoi à chaque fois que vous voulez toujours amener tout le monde à mal parler de Maurice Kamto. Et vous ne pouvez pas forcer les gens à détester. Vous forcez maintenant les gens à détester Maurice Kamto. Le gars vous a dit qu'il ne parle pas mal. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. Il a en prison la paix. C'est là que vous avez dit que vous ne lancez pas les campagnes de collecte d'argent. Vous êtes fâché. Ah, peut-être vous êtes fâché. Comme vous n'avez pas fait le Kamto washing, vous êtes énervé. Mais le monsieur là, on l'invite ici, on parle bien de lui, on donne l'argent. On dit qu'il fait le Kamto washing, il ne fait pas. Vous êtes fâché, peut-être c'est pour ça. À part ça, vous avez toute une équipe. Vous avez toute une équipe, vous avez la connexion, vous avez les téléphones. Faites le travail. Nous, maintenant, c'est aléatoire. Sinon, on est aléatoire. On parle quand on veut. On parle si on trouve qu'il faut parler. Ce n'est plus une obligation. Il n'y a plus rien à déconstruire. Tout a été déconstruit. Tout. Ils vont dire quoi, débile? Ils vont dire quoi? Il n'y a personne intéressant. Donc, les amis, vraiment, je tiens à rappeler, je rappelle à ceux qui pensent que j'ai une voix quand même qu'on peut écouter et qui sont dans le combat avec nous.
J'ai parlé de ça ici, donc je reviens sur ça. Travaillons aussi à changer le Camerounais, le moi Camerounais, le Camerounais de l'intérieur, le Camerounais qui réside en toi, pas le Camerounais physique. Parce que le Camerounais physique, si le Camerounais qui réside en toi, il est détruit, le Camerounais physique n'a pas d'impact. C'est-à-dire que ce n'est que la conséquence. Tu vas afficher le comportement du Camerounais, c'est-à-dire que le moi Camerounais, c'est-à-dire que le Camerounais de l'intérieur. Tu vois, si tu n'es pas bien, comme souvent, si tu n'es pas une bonne personne, tu ne peux pas le refléter. Are you speaking Greek? Pas très bien, j'ai pas aimé, donc j'ai pas voulu étudier, j'ai même pas voulu apprendre. Je comprends quelques mots, mais pas du tout. Par contre, le turc, oui. L'espagnol, oui. L'anglais, oui. Mais le turc, j'ai pas voulu mettre la tête. Ça m'a pas intéressé, c'était trop dur. Donc, évitons aussi de il y a Calimera, Calispera, Tikanis. C'est différentes salutations qui existent en grec. Kalimera, Meraba, Meraba. Donc voilà, c'est ce que moi je voulais beaucoup partager avec vous ce soir. Mettons un peu de l'eau dans nos vins, si je peux dire ça comme ça. Kalinita. Bon, mettons un peu de l'eau dans nos vins. Il y a trop de, parfois trop de prises de tête entre nous qui ne sont pas utiles. Je trouve, à mon humble avis, qui ne sont pas utiles. On peut faire preuve de grandeur et rester concentré sur le combat. C'est important. Le grand frère doit avoir le respect pour le petit frère. Le petit frère aussi doit avoir le respect pour le grand frère. Oui. Ne pense pas que parce que tu es le grand frère, tu peux dire à ton petit frère ce que tu veux. Et lui, non, c'est lui que c'est toujours lui qu'on doit dire que calme-toi. Non. Même le petit frère, il a les états, il a les émotions. C'est un homme, il a, comme j'ai dit tantôt, il a les émotions. Hein? Ce que tu dis a un impact sur lui, donc il peut aussi avoir une possibilité qu'il te réponde mal. Et ça va donner quoi? Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut travailler et qu'on doit travailler. C'est ce que moi j'avais à dire ce soir. Hein. J'ai passé une très belle soirée avec vous. J'ose croire que certaines personnes m'ont bien écouté, ont bien reçu mon message. Et croyez-moi, c'est sans... Je me mets au-dessus. C'est pas que je me mets au-dessus des autres pour parler comme ça, non. C'est que je dis ce que je pense. Ce que je pense. On a quand même le droit dans ce combat de dire ce qu'on pense encore. Donc je dis ce que je pense. Je dis comment je vois les choses, comment je vois le combat, comment je pense qu'on peut améliorer les choses. Si ça peut se faire, ça peut se faire. Si ça ne peut pas se faire aussi, chacun va continuer son combat dans son coin. Mais ça va servir à quoi? Parce qu'on a l'habitude de dire ça. Je suis en guerre avec tel, alors je fais mon combat, il fait son combat. Mais pour faire ton combat à gauche et l'autre à droite, on n'est pas obligé d'être en guerre. On peut tout simplement mener nos combats sur des différents fronts sans se faire la guerre déclarée ouverte parce que ça met certaines personnes mal à l'aise. Il y a des gens, par exemple, qui apprécient bien l'euro-piano et qui apprécient la personne peut-être qui l'euro-piano ne s'entend pas. Tu vas pas dire à la personne qu'elle n'est pas plus là-bas. Non.
vous n'allez pas à obliger les gens à faire des choix. Non. C'est aussi une raison pour laquelle il faut qu'on reste, même si on ne s'entend pas, on reste dans le respect. Pour le regard, pour le bien de ceux qui nous regardent et même pour le bien du combat. Voilà. C'est ce que moi j'ai observé de la toile. J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour faire des lives, mais c'est ce que j'ai observé de la toile, des guerres d'ego. Voilà, donc ça ne sert à rien. Et, les guerres d'ego, le mépris, je pense pour moi que ça ne sert à rien. On peut tous faire dans la même assiette. C'est possible. On peut tous, même si on n'est pas d'accord, on peut tous s'asseoir sur la même table, dans le respect. Sans être d'accord sur certains points, mais on est unanime sur quelque chose. Et là, ça met tout le monde d'accord. Que Biya doit partir. Travailler également sur le changement des Camerounais. Parce qu'après Biya, il y a beaucoup de travail à faire. On peut commencer à faire le travail ici. Commençons à faire le travail ici. Et moi, je fais ce que je peux. Hein. Oui, je vous dis souvent que quand je porte même ma veste ici, là, c'est pas que... hormis du fait que je suis quelqu'un, j'aime bien m'habiller, mais c'est parce que ça doit avoir un impact. Il y a quelqu'un qui peut dire, ah, le grand frère là, ou le petit frère là, c'est un modèle que je peux suivre. Il s'habille bien, il est respectueux, c'est ça. Comment on est dessus de tout, je suis d'accord. Il est respectueux, il s'habille bien, il a de bons sujets, il est concentré. Oui, moi je vous dis que moi je suis d'abord quelqu'un qui est, si c'est pour les clashs, je suis un enfant de sous-quartier. Je dis toujours ça, moi je répète toujours, c'est la famille de ma mère qui a l'argent, moi je n'ai pas connu la famille de mon père. La famille de ma mère, ils ont l'argent vrai. Mais moi, non, ma mère n'a pas l'argent, on a grandi dans les sous-quartiers. Donc, je ne vais pas avoir le cardio, même de 2 ans qu'on fait la guerre et on se fait la guerre ici. J'ai le temps pour ça qu'on dit. Si c'est pour ça, j'ai le temps. Mais ça ne sert à rien, père. Ça n'apporte rien. Les seuls gens que ça va aiguiller, et je te parle ça avec expérience, c'est les gens qui aiment avoir le couteau à main. Tu vois? Et c'est le camp d'en face. Ils vont venir là, ils vont rire, ils seront contents, ils vont... non, je fais ça quand je trouve que c'est utile. Si ce n'est pas utile, ne fais pas. Parce que je ne dois pas habituer les Camerounais dans ça. C'est quelque chose qu'on doit combattre, ça s'appelle la médiocrité. Quelqu'un qui est tout le temps en train de faire le clash, la dissension, c'est un médiocre. Je le dis, c'est un médiocre. Oui. Et c'est un truc que vous habituez les Camerounais dans ça. Vous voyez les gens qui suivent Pokam là. Si Pokam ne fait plus ce qu'il fait là, ils vont se désabonner tous de sa page. Parce qu'il a habitué les gens à ça. Et c'est ce qu'il les a montré. Il a habitué les Camerounais dans ça. Alors que ça ne construit rien. Ça n'apporte rien. Ce n'est pas une valeur ajoutée à la vie de l'homme. Or, nous sommes dans un contexte où il faut bâtir le Camerounais et il faut changer les mentalités. Il faut changer également avec le paradigme politique qui est au Cameroun. Tout ça, c'est un ensemble. C'est un package. C'est lourd, hein? C'est lourd. Vous voyez le MLC. Ils mettent en place comment on appelle ça? Le PDF Challenge. Ils sont les Foussines ici, les monsieur Foussine, les gars réfléchissent sur les stratégies de comment c'est qu'il faut faire ici, de comment. Toute une organisation. Pourquoi ils ne se limitent pas à dire que Biya doit partir? Pourquoi ils ne sont pas concentrés sur le pouvoir? Parce qu'ils ont compris que c'est un package pour faire partie Biya. Il s'agit du Camerounais, le Camerounais intérieur. C'est-à-dire que il faut le reconstruire. Il faut les manuels. Il faut les manuels. C'est pour ça qu'il faut les projets.
C'est pour ça que quand vous allez voir les monsieur Fossing, les Wilfried des Kanga, les monsieur Wilfried des Kanga, ils sont ici là, hein? Vous les entendez, ils parlent au Camerounais avec respect. Merci. Ils parlent au Camerounais avec respect. Hein? Ils se disent que les Camerounais ont pris de rien. Le savoir que ces gens ont, vous croyez que c'est gratuit, normalement. Ou moins de choses, Wifi des Kangas dépend que quelque part, ils montent. Ils donnent un raisonnement cohérent qui éduque, qui éveille, qui élève les esprits. Donc ici, là, vous banalisez ça, mais c'est quelque chose qui coûte cher. Hein. C'est ce que les gens appellent le coaching. D'autres personnes appellent ça le coaching. Et il y a des gens qui payent pour le coaching. Mais vous avez ça ici à volonté, à boulot, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, tout, machin. Et puis, il y a des Camerounais qui ça n'agit pas sur vous. Ça veut dire que c'est ce qui fait à pète. Si tu dis que tu écoutes Wilfried Kanga tous les jours, c'est qu'il dit, ok, ce qu'il dit là, c'est bon pour tes oreilles ou c'est bon pour ton âme, ça te change? Est-ce que ça te change? Est-ce que ça a fait de toi un Camerounais différent? Il a dit quelque chose qui a impacté ta vie. Pourquoi tu veux rester le même alors? Moi, je suis fier parce que le professeur Maurice Kamto a impacté ma vie. Moi, je vous dis toujours, quand j'ai commencé la politique, je n'étais pas comme ça. Hein. Non, on était agressif. Et j'ai connu M. Fossing, je vous dis toujours, les lots en poudre. On était là-bas, chez Mood United. C'était la guerre. On se faisait la bagarre. Parfois, tu vas au travail comme ça, là, tu mets ton travail en stand-by pour aller bagarrer sur le plateau. Avec le temps, on a commencé à comprendre qu'il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Il y a des choses qu'il faut laisser mourir de leur propre mort. Ce n'est pas Dieu. Et ça. Mais c'est pas Dieu. Les amis, je vous mens pas, le combat est long. Et il y a beaucoup d'angles morts que si vous négligez, vous allez penser que vous êtes dans le combat. Non, vous n'êtes pas dans le combat. Non, vous êtes dans le combat, mais vous ne faites pas le combat. Vous êtes dans le combat, mais vous ne faites pas le combat. Franchement, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. À partir de demain, si j'ai le temps, avant que... Et je viens déjà à préciser, peut-être que le mois, ces mois, à partir peut-être du 18-19, peut-être qu'on ne se verra pas tout le temps, parce que avant que l'été ne finisse, je dois profiter un peu de temps, passer un peu de temps aussi avec ma famille. C'est aussi ça, hein. Le combat, c'est aussi ça. Parce qu'il ne faut pas croire que vous abandonnez vos familles, parce que non. Il faut aussi passer le temps avec la famille, c'est important. Mais on reste toujours dans le combat. Donc de moins en moins, je vais commencer à faire les lives tout le mois de juillet. On va se revoir en août avec certainement beaucoup d'efficacité et beaucoup de bonnes choses à dire, beaucoup de sujets à parler et tout. Donc les amis, merci ici, ne vous abandonnez pas à la distraction. Il faut fuir ça, il faut détester ça. N'aimez pas le sang. Évitez d'avoir le couteau. Ça nous éloigne du combat. À chaque fois. Ouais. En nous, le mal a toujours tendance à vouloir dominer sur le bien. C'est quelque chose qui est naturel, hein. Mais après, c'est à vous de décider. Laissez les autres là dans ce dans quoi ils excellent. C'est pas à nous ça. Vous avez vu Aïcha Kamoas. Aïcha Kamoas, vous avez vu son communiqué là. Elle a dit qu'elle, c'est le Congo ça. Que dès qu'elle rentre j'ai dit que non, maman, dès que je rentre la Chine, je suis dans mon Congo ça.
Elle assume qu'elle est médiocre. Elle va faire sa médiocrité propre. Nous ne sommes pas des médiocres. Nous sommes des bâtisseurs. Frère, tu es bâtisseur. Ne t'adonne pas au spectacle, au couteau, au sang. Sauf si c'est nécessaire, parce que des fois c'est nécessaire hein, dans le combat. Parfois, il y a les gens qu'il faut les tacler très mal. Oui, quand ils viennent mal là, on les tacle propre. Et ça ne chauffe pas. Et on continue notre combat. C'est ça qui est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions, qui veulent... merci, il est 2h. Peut-être jusqu'à 2h30. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour dire quelque chose? Oui, mais sauf que elle ne peut pas le faire comme nous, Destiny. C'est ce que je dis. Tu vois qu'elle a, techniquement, elle a dit ce qu'elle sait faire. Tu vois? Or, nous, on ne fait pas ça techniquement, nous on le dit. Parce que c'est ce que nous on sait faire. Et c'est ça qui est l'excellence. C'est de vouloir le bien pour tout le monde, quel qu'en soit ce que ça peut nous coûter. Quel qu'en soit ce que ça peut nous coûter, parce que nous on est prêt à payer le prix. On a accepté de payer le prix. La preuve, plein d'entre nous ne peuvent pas partir au Cameroun. Mais Aïcha Kamara, elle a dit ça en filigrane, mais elle peut partir au Cameroun. Tu vois, c'est ça la différence. Elle peut partir au Cameroun. Est-ce que moi, le Piala, je peux? Est-ce qu'il y a plein ici qui peuvent? Donc, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, posez vos questions, sinon... Demain 10h, peut-être 10h, peut-être 11h, je ne sais pas trop, mais par là, j'ai envie de faire le live sur le niveau de M. Bia. Ou bien sur Madame la députée PCRN, Nourane Foster. D'accord. Entre Nourane Foster et le député Hassan Gondobonigan, au niveau de Bia. Un des plus grands bandits de ce pays dans l'homme. Oui, monsieur révolutionnaire, si tu as une question, tu envoies ta demande. Ou sinon, tu peux écrire en commentaire. Ah, elle est plus PCN, elle est quoi? Elle n'a pas de... Ça dit qu'elle est députée de la nation. Elle n'a plus de parti. Tout mandat impératif est nul. Si tu as une question, tu peux monter. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le Youssi, elle doit porter le chapeau. Sauf que moi j'aime le You là, mais bref. Où est passé Ouria au tribunal? Il était sur TikTok, non? Il était sur TikTok. Il n'a pas eu le cœur de se faire représenter. Il a porté plainte, on pensait même qu'il allait aller au Cameroun. Il était sur TikTok en train de rappeler que les Bamileke sont des Bamicros. Il était sur TikTok. J'ai même mis ça sur mon Facebook là-bas. Il était sur TikTok. C'est décevant, hein. Comme quelqu'un a dit ça, c'est souillant, hein. Je te jure, c'est souillant. Salut Titi Zalo. Salut. Les amis, moi j'ai fini de parler. Hein. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, sinon je mets une musique en fond d'écran tranquillement, on écoute et puis on fait un autre live. Merci Estime. Selon quel est l'élément déclencheur qui va chasser le peuple.
Pour te dire vrai, non, j'ai pas vu ça. Si tu as ça, tu m'envoies, non, là où tu connais, tu m'envoies ça. Lucky Luciano, il n'y a pas un élément, comment je vais dire ça, qui est censé être l'unique élément. Tout élément peut être un élément déclencheur pour chasser le régime bien. Maintenant, ça dépend de la volonté des Camerounais. Parce que le simple fait même qu'il n'y ait pas l'électricité, ça peut entraîner le départ de M. Biya. Même l'affaire Jean Bertrand Mansi, ça pourrait entraîner le départ de M. Biya. Tout élément dans un contexte de dictature comme le Cameroun est bon pour chasser le régime Biya. Maintenant, tout repose sur la conscience du peuple. C'est-à-dire que la masse critique, tu vois, si les Camerounais sont prêts, si les Camerounais ont décidé, c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto avait dit qu'il n'y aura pas de changement que celui que veulent les Camerounais. Oui, le peuple, malgré sa division, un jour, arrivera à comprendre qu'ils vivent tous les mêmes galères. Tu sais, quand le niveau de souffrance a atteint son paroxysme, vous ressentez ça dans votre chair. Tu n'as plus quelqu'un qui te dit. Tu n'as plus quelqu'un qui te dit, tu ressens ça, que ça ne va pas. Tu peux bien détester qui tu veux, mais la vérité, c'est que ça ne va pas. Vous avez vu ce qui s'est passé, le bateau qui liquéfiait le gaz camerounais. On dit qu'il s'en va. Il s'en va. Ah, peut-être qu'il ne souffre pas encore assez, non? Peut-être quand on va leur dire que le prix du gaz a peut-être augmenté au Cameroun. Ah oui, mon deuxième téléphone est par moi. Ah oui, ouais, je vois ça, je vois. Attends, je sais pas si je mets ça, peut-être TikTok, voilà. Parce que mon deuxième téléphone est par moi. Je sais pas, ça c'est un autre téléphone que je sais pas le mien ici. Si je mets ça en fond d'écran, j'ai peur que TikTok fasse ces conneries là, on commence à me gâter. Mais je vais faire ça demain. Je vais monter ça quand même à mon deuxième téléphone demain. Demain ou le prochain live. Ou lundi. Donc, ce que tu m'as envoyé, c'est la vidéo. Ah, parce que c'est sorti, si j'ai vu comme c'était la photo. D'accord, c'est que lundi, non, en faisant le décryptage de la pensée du professeur, je vais profiter pour montrer ça. J'étais en train de parler de Daga, celui de la dernière fois que tu m'as parlé, mais tu n'étais pas dans le live. Ah, mais si c'est la gangrène, c'est qu'on va couper son pied. Hein. Si c'est la gangrène, c'est qu'ils vont couper son pied. Vous voyez, autant de choses. Voilà, autant de choses qui font que moi, je ne peux pas... Je me dis souvent que je n'ai pas le droit de blaguer souvent dans ce combat. Parce que les gens ont laissé la vie. Les gens laissent la vie. Les gens payent le prix fort. Si tu dois être dans ce combat, il faut que tu sois sûr. Sinon, tu es libre de partir. Ouais. C'est ton président, non, partout. Est-ce que tu me vois que tu crois qu'on va te dire quoi ici? Partout le monde. Tu crois qu'on va dire quoi? Que c'est pas ton président? C'est ton président. Il se balade partout avec. Il croit que quand il va dire ça, ça va m'énerver. Ça ne peut rien me faire. C'est ton président. Nous pouvons procéder. Comment non, frère? Non, je suis là avec vous. Mon frère, je t'ai envoyé une vidéo en fait. C'est que moi, je ne peux pas la jouer. Et j'ai qu'un seul téléphone avec moi. Je montais juste par rapport à ça, à la situation de nos prisonniers politiques qui ont été abandonnés, frère. Ouais. C'est les prisonniers politiques de 2025. Et ils n'ont aucun soutien. Ce qui me dérange par rapport à Issama, c'est que diabétique de son état, son pied est en train de pourrir, frère.
Un diabétique qui a une blessure, comme ce que j'ai vu sur son pied là, a besoin de soins extrêmes. C'est pas de petits soins. Je sais de quoi je parle. Le moindre risque, ce pied se gangrène, et si ce pied se gangrène, la mort est possible. Parce que beaucoup de gens croient que la gangrène est un petit truc. Non. Une gangrène mal gérée, une infection mal gérée, tu gagnes. Bien sûr, parfois on t'ampute le pied. Oui, ça c'est quand tu es chanceux. C'est quand on est au stade de la gangrène, c'est veut dire que voilà, le pied, la partie concernée est récupérable. On ne revient pas dessus, mais le problème dans ça, c'est que parfois, je parle comme ça parce que j'ai vu quelqu'un partir sous mes yeux, comme ça, par négligence. Et ici, la négligence n'est pas du fait de Essama lui-même, mais du fait de ses geôliers. Que lui reproche-t-on honnêtement, au point où on doit le priver de liberté, au point où sa liberté doit lui coûter la vie? C'est ce qu'on a fait au président du Mali, Jean Kane. Voilà quelqu'un qui, parce qu'on lui reproche quelque chose, on l'a mis dans les conditions de lui priver de liberté et on l'a étouffé. On s'est assuré qu'il passe de vie à trépas. Je suis persuadé que c'est ce qu'ils sont en train de faire pour Essama. Parce qu'ils estiment que c'est des gens comme ça qu'il faut mettre fin à leur jour. Et on est là à regarder. On n'en parle même pas assez. On peut t'appeler un matin comme ça pour te dire que c'est grave sur lui. Ou peut-être qu'on veut le laisser dans un tel état que quand ça va finir, il sera amputé et ça fera leurs affaires, peut-être parce que en tant qu'handicapé, il ne sera pas capable de faire X ou Y. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des gens aux intentions malsaines. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui va courir et fuir. C'est pas si comme c'est quelqu'un qui va prendre l'avion pour s'échapper du Cameroun. On peut bien l'amener dans un hôpital, lui permettre d'aller recevoir ses soins dans un hôpital de la République. Quelle est l'image qu'on donne? Le plus terrible, c'est que très peu d'entre nous en font écho. Donc c'est pour ça que je monte au créneau pour dire c'est un problème. J'ai vu le devis d'Aga la dernière fois avec un œil comme ça. On peut organiser un live seulement pour ça. Si tu... Ouais, pourquoi pas? Moi, je suis d'avis, hein, parce que... Bonsoir, mais le problème, c'est que le cas dont tu parles, c'est parce qu'on connaît Blaise Essama. Il y a plusieurs prisonniers politiques qui sont dans le même cas. Oui, ça c'est évident. Voilà. Je ne cite que Blaise Essama que parce que voilà, il est une figure de proue, une figure connue. Je pense qu'on devrait peut-être se questionner sur ce qui lui arrive. Ce qui leur arrive à tous là-bas. Moi, j'avais une question. Une question qui me paraît toujours l'esprit, c'est que chaque fois qu'on arrête, je veux dire qu'on arrête un homme, je veux dire par exemple Jean-Bertrand Essama, etc., on arrête les gens politiques, certains Camerounais posent toujours la question qui l'avait envoyé. Je veux dire, je ne comprends pas, c'est-à-dire que les Camerounais ne s'offusquent pas de ceux qui arrêtent les gens illégalement, illégitimement, pour rien, mais ils s'offusquent de pourquoi il a fait, en fait, pourquoi il se plaignait. Ce que tu dis là, Lucky, c'est ça que j'étais en train de dire dans mon live. Ils sont malades intérieurement. Et ça, c'est une maladie causée par l'effet BIA. C'est le syndrome de Stockholm. C'est ça. C'est une variante du syndrome de Stockholm. Si je dois donner un avis, c'est-à-dire que... Le syndrome de Stockholm, hein? Syndrome de Stockholm. Parce que le syndrome de Stockholm. Quand on a accusé Bia, qui est le responsable, ils ont tellement peur de Bia qu'ils ont fini par aimer Bia, que pour eux, la cause est devenue celui qui est parti pour critiquer Bia. Ah, d'accord. Ça, le syndrome de Stockholm, ça veut dire que ton bourreau est devenu quelqu'un que tu finis par aimer. Regarde, il y a même un autre principe psychologique que je me rappelle avoir même fait présenter une vidéo dessus.
où tu vois par exemple le principe où les êtres humains sont des êtres libres. Mais quand on les opprime suffisamment longtemps, certains d'entre eux développent un certain type de comportement. On te montre par exemple des singes qui montent sur une échelle pour prendre la banane. Chaque fois qu'un singe monte sur l'échelle pour prendre la banane, on leur verse de l'eau, Et après, tellement ils ont cette situation-là qui se répète par rapport à l'eau qui leur est versée dessus, que finalement, lorsque par exemple, même quand il n'y a plus de bananes là-bas et que quelqu'un veut grimper sur l'échelle, c'est les autres singes qui s'en prennent aux petits singes. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui naît du fait de ce que tellement vous êtes opprimé, que vous finissez d'une manière ou d'une autre par vous identifier à votre agresseur. Et que je pense que c'est ce qui se fait avec le comportement de nos grands. Mais de nouveau, ce que je peux comprendre, moi ce que je veux te dire, c'est que je peux comprendre ceux qui sont au Cameroun, parce que disons-nous, ok, quelqu'un fait 44 ans au pouvoir, c'est un peu comme si un enfant naît dans la chambre de l'eau actuellement, il a 1 an, l'euro lui dit que la couleur d'habit qui est sur l'euro, c'est pas le blanc, c'est le noir. Et il ne sort jamais de là. Il est normal que pour lui, c'est la première couleur blanche, c'est la couleur noire. Mais si l'enfant sort de ce pays, je veux dire de la chambre, on lui fait comprendre, plusieurs d'autres personnes lui font comprendre que ça c'est la couleur blanche, c'est pas la couleur noire. Comment va se faire qu'ils puissent ne pas comprendre que c'est du blanc? Je prends un exemple de ceux qui sont en diaspora, qui continuent à supporter le régime. Écoute, le traumatisme n'agit pas sur tout le monde de la même manière. Il y a certaines personnes que le traumatisme reste sur eux et que ça peut se comprendre. Tu comprends? Je ne sais pas, je ne suis pas expert en psychologie pour davantage expliquer. Ce que je veux simplement t'expliquer, c'est quoi? Quand tu es face à un Camerounais qui te dit que tu l'avais d'abord envoyé, mes frères, ça ne fait pas sens. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? C'est parce qu'on a déjà développé ce comportement-là. C'est tellement la répression est forte au Cameroun et récurrente que beaucoup ont déjà accepté. Et ne veulent plus avoir l'espoir. Et donc, du coup, quand on voit quelqu'un qui agit comme ça de manière exceptionnelle, on dit, bon, celui-là, il perd son temps. Et donc, du coup, quand il lui arrive ce qu'on pensait qu'il devait lui arriver, plutôt que de dénoncer et de dire que ce n'est pas normal, on justifie en disant que lui-même, il a quelque chose. Même le cas de Jean-Bertrand, je regarde sur Internet, je vois un peu, certains disent que, tu faisais plaisir à la diaspora et au Bamileke, demande au Bamileke. Je dis, attends, ce monsieur est en train de demander les poubelles, qu'on doit retirer les poubelles. Donc, le fait de retirer les poubelles, ça faisait plaisir rien qu'au Bamileke et à la diaspora. Mais je ne comprends pas. Mais ça, c'est une minorité aussi, donc on a instrumentalisé les gens, faut pas non plus. On a instrumentalisé les communautés, les ethnies. On les a travaillés petit à petit. Les gens comme les Limbilobe ont eu un effet quand même que tu peux observer. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que. Il y a quelques petits individus qui dans les communautés portent ce discours. C'est un petit discours que le régime vient amener à travailler. Et beaucoup de gens voient Limbilobe. Mais Limbilobe est récent. Vous avez oublié en 2008. Tu étais au Cameroun en 2008, l'euro, quand il y a eu la grève. Oui, moi j'étais au Cameroun encore. Moi j'étais au Cameroun. Ouais. Au Cameroun en 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez qu'on aille encore, je vais chercher les éléments des fameuses lettres. Les lettres qu'avaient écrites certains ministres de la République camerounaise. Mais c'était horrible. Les lettres qu'avaient écrites certains élites ou chefs de quartier et de village des villes de Douala et Yaoundé pendant ces émeutes de 2008 où on accusait carrément les halogènes d'être à l'origine de troubles parce qu'on visait plutôt bien et tranquille, en paix, en harmonie, et que les halogènes étaient des fauteurs de troubles. Ces lettres-là existent, donnant la responsabilité. Donc, c'est un discours qui fait que quoi? Qui fait que petit à petit, il y a des marqueurs. On a orienté, on a séparé, et on crée des barrières invisibles mais bien réelles entre les communautés,
qui font que ça produit le genre de discours-là. Le discours où parfois, lorsque on a envie de vouloir dire que la revendication ne devrait pas avoir lieu et que quand on revendique, on serait de telle ou telle tribu. Mais c'est un discours qui est construit. Quand bien même toi et moi, on sait que Jean Bertrand dénonce quelque chose qui devrait être logique et légitime pour tout le monde. Si par exemple, on va à Douala, dans une rue de la ville de Douala, on dénonce une affaire d'ordure, on dénonce une affaire par exemple de corruption, parce que qu'est-ce qui l'amène en prison? C'est un policier corrompu qui a arraché son téléphone au débarcadère. C'est un bas au débarcadère, mais j'ai l'impression que ça devait peut-être être au port Gabon. Là où des douaniers et des policiers, à longueur de journée, se livrent à des actes de corruption en permanence. Donc, il allait dénoncer ça. Mais est-ce que c'est pas normal de dénoncer la corruption? Bien sûr que c'est normal. Encore que ce régime vend leur idée selon quoi ils sont en train de combattre farouchement la corruption. Donc pourquoi les gars, moi j'avais une question aussi pour vous les gars. En fait, je me dis, on est tous humains et à un moment donné, il y a des choses que je veux dire, on dit souvent quand on te parle beaucoup à un moment donné, tu essayes de changer, tu ne changes pas complètement parce que je me dis, ok, bon, le régime en place, ils sont là depuis 40 ans ou je sais pas quoi. Et tout le temps, on est en train de dire, vous faites mal, vous ne faites pas assez bien, essayez de vous améliorer. Mais je veux dire, pourquoi il n'y a pas un once d'orgueil? Je veux dire, qui se dit, à un moment donné, mais on nous critique trop, essayons de faire mieux. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi dans leur tête, ils ne se disent pas à un moment donné qu'ils seront quand même de travailler? C'est ça, en fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on se plaint tous les jours, les routes ne sont pas bonnes, ils se plaignent qu'il n'y a pas l'électricité pour tout le monde, ils se plaignent, pourquoi on ne peut pas faire mieux? Je veux dire, pourquoi à un moment donné, ils sont humains, mais ils ne se disent pas que bon, on peut essayer de faire quelque chose. Je veux savoir comment ça se passe dans leur tête, en fait, depuis aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne font pas? Mes frères, maintenant, tu demandes que qui t'explique quoi? On te parle de qui? Est-ce que tu ne regardes pas le profil des gens? On te parle de satanistes. On te parle de ritualistes. Vous croyez que c'est une blague? Vraiment, les gars croient vraiment que quand on dit que les gars sont des ritualistes, c'est une blague. Et pense que c'est les jeunes. C'est vrai qu'ils en sont incapables. Actuellement, ils ne peuvent rien faire. Ils se neutralisent entre eux. Même s'ils essaient de bien faire, ils ne peuvent tout simplement pas. Nous sommes dans un blocus au Cameroun là qui ne dit pas son nom. Je te demande pas. Ils ne peuvent rien. Tu crois qu'aujourd'hui ils vont faire comment s'ils veulent construire un stade? Parlons de la période où ils voulaient construire les stades et tout. Puisqu'on a dit stade Paul Biya. L'autre là, tu ne penses pas qu'ils pouvaient dire que bon, on va bien faire la fête là pour que bon, Paul Biya qui nous a fait tout ça, on fasse au moins ça en son honneur. Ça les a dépassés. Je pense qu'à la base, ils n'ont pas créé ce projet pour voler seulement, mais ils voulaient vraiment mettre quelque chose, mais ça les a dépassés, frère. Avec tout ce qui se passe là, ils sont frappés d'incapacité. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça. En gros, c'est incroyable. Et je me tue souvent à essayer de dire à mes frérots, à d'autres frères, regarde, enlever le prisme des communautés pour le Cameroun. Vas-y, je t'écoute. C'est pas évident. C'est un travail de déconstruction. On a eu une opportunité l'année dernière, cette opportunité a été gâchée. Je fais partie de ceux qui le disent. Et ça ne va jamais changer. L'opportunité a été gâchée parce que le travail a été fait. En 2018, une grande partie du travail avait été faite. Et quand ça a été fait, c'était de montrer aux Camerounais que l'on pouvait s'opposer à un régime. On n'avait jamais vu et pensé que l'on pouvait s'opposer à un régime et manifester.
quand on a travaillé de 2010 à 2025, on a créé un travail, la confiance des Camerounais. Malheureusement, en 2025, quand il a fallu organiser les conditions pour que les Camerounais soient davantage ensemble pour s'opposer à ce régime, le régime a compris le danger qui arrivait, et a éliminé la menace. L'élimination de la menace, c'était exclure Moïse Kamto et l'a remplacé par une chose qui aujourd'hui, un an après, vous démontre par mille et un moyens qu'il n'était là que pour faire ce travail-là, disloquer et distraire. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est en train de retravailler encore. Vous croyez que les gars n'ont pas souffert l'année dernière? Tu crois que c'est facile de parler à un Camerounais par rapport à l'année dernière qui est sorti en octobre avec toute l'énergie que les gars avaient? Tu as vu, les gars avaient, parce qu'on les avait préparés mentalement à défendre leur vote. Mais aujourd'hui, rendu aujourd'hui. C'est Manuel, tu as le micro. Merci, c'est même qui est monté. Je ne suis même pas sûr qui c'est qui est monté. Voilà, je disais donc tantôt que on les avait préparés à défendre leur vote. Aujourd'hui, ils ne sont plus, après avoir expérimenté ce qu'ils ont expérimenté là. Qu'est-ce qui peut être dans le cœur des Camerounais aujourd'hui? Le désespoir. Le désespoir d'avoir fait autant d'efforts pour un individu qui s'est moqué d'eux. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui doivent regarder la politique avec beaucoup de recul. Et ce n'est pas facile. Parce qu'ils ont vu octobre faire des efforts. Les gars ont fermé les boutiques pendant une semaine, voire plus. Les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, tout le pays ont arrêté de fonctionner pendant une semaine et plus. Ils étaient capables de tenir si on leur disait faisait ci. Mais qui leur a dit quoi? Les personnes les ont embrouillés, abandonnés et allaient se réfugier. Et rien que cette image est traumatique pour les Camerounais qui sont restés là. Ça veut dire que, parce qu'il faut savoir ce que ça fait. Hein? Ouais. Tu vas demander à un Camerounais que gars, il faut sortir marcher. Il va dire que qui te demande ça? Et viens voir le courage que ce monsieur sort après, être à l'abri. Il dit que sortez, vous écrivez sur les voitures que je suis prêt. Lamodo, personnellement, ne bloquez pas Sami Mambassa, laissez-le. Vas-y, laissez-le. Il dit que les gars vont écrire, il dit que allez écrire sur les bagnoles et sur les motos que je suis prêt. Frère, tu dis ça comme ça là. Un gars qui réfléchit normalement est assis chez lui. Il dit qu'il me parle étant où? On dit qu'en Gambie. Il dit en bon, hein? On dit oui. Il s'assoit, il dit que ouvre-moi un bière là-bas, tu me donnes, je bois. Il va encore parler quoi? C'est vrai. Il te regarde comme il dit que c'est dans quel film que vous m'avez mis? Il reste comme il dit que, et on dit que non, c'était le peuple. Il dit que quel peuple? Même on disait qu'il est dans. Mais le problème c'est que on connaît sa localisation. Et tout le monde dit que mais on se bat donc alors pourquoi? Et le Camerounais va réfléchir, il va dire que ben, je me bats pour que quelqu'un vienne être président. À quel lui-même ne fait aucun effort spécifique. Et c'est pour ça que les gars ont rejeté cela. Mais il y a un traumatisme. Donc, quoi qu'on vous dise, pour être honnête avec vous, le pangolin nous a fait reculer de beaucoup. Et ils l'ont fait sciemment. Vraiment. Ils l'ont fait à dessein. Voilà pourquoi maintenant, quel est l'objectif? Je suis en 10 secondes. L'objectif, 10 secondes vraiment. L'objectif aujourd'hui, après avoir brutalisé et abandonné les Camerounais, il faut faire quoi? Il faut tout faire avec des gens comme Ouria pour disloquer l'opposition crédible qui est le MLC. Il faut détruire le MLC parce que si on détruit le MLC, ça permettra au RDPC
de s'éterniser au pouvoir. Vas-y, mon frère. Je pleure le sort de Wouria. Je voulais dire que de nouveau, le temps est la seule chose qui démontre souvent les vérités. Hein, parce que moi, je vais te parler de 2018, mon cas personnel. Moi, j'étais encore au Cameroun. Je te promets, moi, je ne connaissais pas le professeur Maurice Kamto. Hein. Moi, mon leader, c'était Cabral. Il était jeune, il était tout, tu vois. Mais c'est avec un peu de temps. Et c'est avec un peu de temps, et particulièrement après les élections, que j'ai connu le personnage. Et je me suis dit, il m'a eu. Tu comprends, hein? Donc je pense que le temps va montrer beaucoup de choses. Maintenant, concernant le cas actuel du Cameroun, moi je disais par exemple j'étais sur le panel on appelle ça quoi, Trump prononçait son nom tout à l'heure là, j'ai oublié, Félix, voilà. Donc moi je lui faisais comprendre que moi, de ma petite personne, moi quand je vois la situation du Cameroun, je te promets que par exemple, disons même que si Tiroma n'avait pas n'était pas allé aux élections et que le professeur était allé, même si le professeur avait gagné, je te promets, moi je disais ça dans avant les élections, moi je disais ça, avant même qu'on élimine le professeur, moi je disais ça chez Mastar, que déjà je sens un coup, je suis venu demander à Mastar, moi je disais déjà avant que je sens comme s'ils ne vont pas laisser le professeur passer, parce que l'engouement était, je pense qu'ils ont décidé ça après le truc de Paris. Ce qui s'est passé à Paris là, je pense que quand ils ont vu ça, ils ont dit waouh. Oui, bien entendu. Waouh. Bien entendu, je pense que Paris leur a donné un indicateur. Voilà. L'idée était déjà dans les pipes depuis. Mais je veux dire, c'était dans les pipes depuis. Mais vraiment, Paris a donné la confirmation qu'il ne faut même pas. Ton t-shirt blanc là, commentaire. Oui, exactement. Le saut final a été posé sur la décision finale après Paris. Ça, c'est clair. Peut-être. Donc, moi, je pense que... Et moi, ce que moi, je vais vous dire, je vous mens pas les gars, moi, je suis réaliste. Le régime de notre pays est tellement sadique et le régime joue sur tout. Je pense que le fait qu'on soit pauvre au Cameroun, on soit pauvre, c'est ça qui maintient le régime parce que ils savent aller. Par exemple, regarde ce qui se passe dans le MLC actuellement, c'est-à-dire que il y a des traites qui sortent de partout. On profite des failles de pauvreté, on infiltre le parti. Donc c'est pour ça que moi, perso, je dis que compter sur les élections ou quoi que ce soit dans le cas du Cameroun actuel, le Cameroun que moi je vois là, je ne vois pas que c'est une élection ou un parti politique qui va nous sortir de cette merde. Pour moi, je pense que c'est une clameur populaire qui va nous sortir de cette merde. Vraiment. C'est une clameur populaire. Voilà. Qui est réprimée par des stratégies anciennes sous vos yeux et aucun de vous ne veut accepter. Cette stratégie a commencé à être implémentée dans les années 2000, où les représentants du régime ont commencé à instrumentaliser les chefs traditionnels des villes importantes de la République pour s'assurer qu'il y ait toujours une fracture entre les peuples. Voilà pourquoi aujourd'hui, de manière très décomplexée, on fait la promotion de la division de la haine tribale. Mais pour revenir à la problématique de l'élection présidentielle, quand tu regardes l'élection présidentielle de l'année 2025, Maurice Kamto a fait ce qu'aucun homme politique, je le dis encore, ce qu'aucun homme politique africain n'a jamais pu faire en France. C'est pas un débat, hein? C'est une certitude. Il a réuni plus de 90 000 personnes. Le moto a levé Luciano en grand. Il n'aime pas. C'est toi qui vas le mettre. Tu vas te mettre en grand maintenant. Attends, je te mets en full comme tu es. Voilà, that's nice. Ouais, forcément, on voit maintenant. Du coup, je disais que quand les gars ont vu 90 000 personnes,
Les gens ont payé des billets d'avion de partout pour aller. Les gens c'était quoi? C'était une volonté de suivre quelqu'un en qui la confiance était née, qui les avait marqués par sa constance et son travail. Ils ont décidé de créer tout moyen pour éliminer cela. Ils ont cherché la moindre raison. Et la faille qu'ils ont trouvée, c'était l'affaire d'un certain Yebga. Georges Anissé Kanye a même pleuré à genoux face à Yebga. Yebga a fait semblant de ne pas comprendre. Où est Yebga aujourd'hui? C'est le plus cruel dans ce qui se passe. Il mange l'argent du régime. Il mange. Comment tu dis qu'il est? Il mange. À ce point que vous comprenez la cruauté des humains. Yebga est ouf. Est-ce qu'il a continué à revendiquer sa présidence de Manidem? On savait qu'il est sorti juste pour la cause, sous les yeux des Camerounais. Et si les Camerounais laissent faire, Loro, que voulez-vous que Maurice Kamto fasse? Et le Camerounais a été flatté parce que quelques individus de manière nocturne avaient déjà travaillé leur plan. Je parle des ancêtres des gens comme Bouria, je parle des gens comme Okalga, je parle des gens comme Willy Mang, je parle des gens comme Lonuchan, qui avaient déjà leurs petites accointances, leurs petits arrangements. Et regarde, Lonuchan a eu son petit 7 bâtons et demi, Willy Mang a eu son petit 1 bâton et demi, Okalga et Bodé, Dieu sait ce qu'il a eu. Je voulais que tu chutes parce qu'il ne veut pas oublier une partie que tu as parlé et qu'il y a une partie dont tu parlais au niveau des communautés. Oui, au niveau des communautés, tu dis qu'on a manipulé les communautés, mais si tu regardes au Cameroun, il y a plusieurs communautés, mais ce n'est pas toutes les communautés qui entrent dans le jeu du régime. Je suis désolé. La preuve, la communauté du Nord, tu ne vas jamais entendre les gens du Nord avec des mots, je veux dire, des rentrées chez vous, je veux dire que tu ne vas pas entendre ça chez eux. Tu comprends? Hein? Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des communautés qui ont aussi accepté qu'on le monte contre les autres. Frère, le procès des communautés n'est pas un procès qu'on peut faire. Je suis honnête avec vous, c'est un procès vol, c'est un faux procès. Oui. C'est pas normal qu'on fasse du procès aux communautés. On peut faire le procès de certaines élites corrompues qui instrumentalisent une partie du peuple. Mais faire le procès des communautés, ça n'a pas de sens parce que, je te le dis encore, c'est pas les communautés qui sont le problème. C'est quelques éléments qui instrumentalisent une partie de la communauté pour nous cloisonner et pour empêcher aux gens de se déployer. Non, mais de revoir, je te coupe là, mais quand tu dis qu'on instrumentalise une partie, je dis que ce que je veux dire, je ne comprends pas, c'est que si tu as toutes tes neurones, d'accord, comment on peut te dire que, donc, tu as dit une partie, disons que, ok, dans une communauté, on a instrumentalisé juste une petite partie de cette communauté. Bon, la petite partie dont tu dis, d'accord, comment tu peux avoir toutes tes neurones, quelqu'un va venir te dire que c'est telle communauté qui est le problème du Cameroun, ou que c'est telle communauté qui ne permet pas que nous on avance, et que ce n'est pas peut-être la communauté là qui gère les affaires du pays. Comment on peut te mettre ça en tête et que tu as toutes tes neurones, tu ne vois pas? Bon, les gens voient. La question c'est d'agir. Je t'explique. Tu sais comment agir en milieu social est difficile. Quand il faut prendre une décision, parfois chacun se regarde, il regarde à gauche, il regarde à droite. Personne ne veut être le premier à revendiquer ou avoir du courage. C'est pas facile. Je ne dis pas, je n'explique pas. Je dis simplement que c'est une situation comme ça qui a été faite avec le temps. Il faut aussi s'accepter qu'on s'est joué de malchance. On est le fruit de, on va dire, on est à 3, voire 4 générations de traumatisme, pour être honnête, Loro.
La première génération de traumatisés, c'est celle de nos parents, ou de nos grands-parents pour certains, des années 50, 60, qui ont lutté pour l'indépendance et qui ont dû vivre les traumas de voir un système plus puissant, lourdement armé, structuré, financé, équipé mieux que les anéantir. Il y a une deuxième vague qui est revenue 20 ans après, parce qu'entre 71 et 91, c'est passé 20 ans. 90, c'est passé 20 ans. Une seconde génération qui est venue en 90. Et quand les gars ont travaillé avec les Maurice Kamto, qui était la seconde génération, pour ramener à l'avènement du multipartisme, il y a eu beaucoup de trahisons, dont les pangolins faisaient partie des gars qui, plutôt que d'être Pontiac, ont trahi. Et le peuple enregistre cela. Et il y a des traumatismes qui naissent. Il y a des parents qui disent ça, dire que tout ça ne sert à rien. La politique ne sert à rien. Il faut laisser. Les politiciens sont des menteurs. Tous sont des menteurs. Tous ne vont pas. Et on a laissé. De 91, il a fallu attendre 2018. Il a fallu attendre 2018. On peut dire pratiquement 30 ans. Bon, 30 ans, est-ce que c'est 30 ans? Peut-être que c'est mon calcul qui est... Mais je crois que c'est à peu près une trentaine d'années. Ou presque 30 ans. De nouveau, quand tu dis qu'on va attendre 30 ans, c'est comme pour dire que de 91, de 30 ans jusqu'à 2018, les élections qui sont passées, donc tu veux dire que Paul Biya a gagné réellement alors? Il n'est pas question de gagner ici. On te parle d'avoir un leader suffisamment posé, stratégique, qui va créer, faire une impulsion entre 92 et 2018. 2004-2011 sont des élections bizarres, sont sérieux. Est-ce que Paul Biya a gagné? On n'est même pas dans la logique de savoir s'il a gagné. Paul Biya avait triché. Il s'était organisé. En 92, Paul Biya a perdu. C'était évident, ça se voyait. Oui. En 2004, parce qu'après ça, il y a eu une élection, je crois qu'il y a eu une élection après ça en 97. Après 97, il y a eu 2004. Oui. Tu comprends? Oui. Quand en 2004, il y a eu des élections, on a vu comment le travail que Paul Biya avait organisé déjà depuis 92 s'accentuait parce qu'il avait davantage corrompu l'opposition. Il y a eu une tentative de coalition de l'opposition en 2004 où les gens sont allés dans la salle de réunion pour travailler pour la coalition et on avait désigné Adamou Damdjoya comme le candidat de l'opposition. Et John Fundi a claqué la porte et a refusé de faire partie de cette coalition parce qu'il estimait qu'il était celui qui était qui avait le plus grand poids. Il a donc tué les espoirs de la coalition et allé aux élections pendant que la coalition soutenait. En ce moment-là, John Fundi avait déjà les acquaintances avec le régime. Enfin, qu'est-ce que je peux te dire? J'en sais rien. C'est une question. Je vais te répondre simplement que moi qui suis allé chez John Fundi en 99, moi j'étais scandalisé par le luxe de l'homme, par la demeure de l'homme, par ces 3500 têtes de bœuf que j'avais vues à Santa. Moi ça m'avait scandalisé parce que je me souvenais que John Fundi était un simple libraire. Je me demandais comment est-ce qu'un libraire peut avoir 3500 têtes de bœuf. 1 euro. On est en 99. Non, on est en 2000. Soit on est en 2000. Quand j'allais à Bamenda, je vois le cheptel de bœuf de John Fundi. Ça m'avait quand même interloqué. J'ai dit, mais le mec, si il a pris l'argent là, où? Il est libraire. Il avait une petite librairie à Bamenda, pas la plus grande librairie du Cameroun. Mais quand tu regardais sa demeure, quand tu dis ça, c'est tellement te dit que Maurice Kamto aussi est milliardaire. Oh non, mais Maurice Kamto est milliardaire. Si les gens se posent la question de savoir si Maurice Kamto est milliardaire, et ça se voit, son travail, ses activités.
Je pense que pour lui, ça peut se justifier, non? Ça peut se justifier, non? Le débat milliardaire, je sais pas, tu as vu Maurice Kamto avec 3500 têtes de bœuf. Tu veux comprendre? Non, je veux que les gens disent. Écoute, je comprends, je vais te répondre simplement. Maurice Kamto est un juriste connu, quelqu'un qui écrit beaucoup, au-delà des écrits qu'il écrit, qui consulte à l'international à travers son cabinet. Et il travaille dans de nombreux cabinets importants et il gagne des procès. Il mène des activités importantes. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comparable à quelqu'un qui avait une petite librairie, qui n'avait pas 50 millions de capital et qui se retrouve avec 3500 têtes de bœuf. Frère, je te parle de 3500 têtes de bœuf. Une tête de bœuf, c'est 400 000. À l'époque. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est 800 000, voire même plus. Une tête de bœuf à l'époque, c'est 400 000. Enfin, 3500 têtes de bœuf, ça fait beaucoup. Donc, je te parle seulement donc pour dire, je ne connais pas ce qui s'est passé, mais moi, ça m'avait paru bizarre en 2000 de voir autant de luxe pour un homme politique. Je n'ai pas dit autre chose. Sauf que j'ai observé qu'en 2004, l'opposition avait organisé les conditions d'une coalition. Et cette coalition, à la dernière minute, John Frundi s'était prêté au jeu. Il est entré dans la salle. Quand les membres de la fameuse coalition ne l'ont pas choisi, il a claqué la porte de la coalition. Il a décidé de poursuivre sa candidature au détriment des autres. Résultat des courses, il est sorti deuxième. Les autres sont sortis troisième. Adamou Dandio est sorti troisième. Et il y avait d'autres candidats, je suppose, et tout. Et il y avait bien. Et en 2011, il y avait pratiquement plus d'adversaires parce que la crédibilité de John Frundi était totalement entamée. Et conséquence, le RDPC avait le champ libre pour broyer, voter et gagner. Donc il y a eu beaucoup de situations qui ont fait que le crédit de l'opposition n'existait plus. Mais après qu'il y ait le crédit de l'opposition qui n'existait plus, on a eu une situation où après 2011 est une année importante. Parce que c'est cette année, le 30 novembre de cette année, Maurice Kamto a écrit une lettre des plus formidables. Je demande toujours à chaque Camerounais, allez lire la lettre de démission de Maurice Kamto. Allez lire la lettre de démission de Maurice Kamto. C'est parce que j'aime bien la lire. Il faut m'envoyer ça à vous. Si tu veux, je la lis même, mais bon, je te l'envoie. Attends, je regarde comment faire pour t'envoyer ça. Oui, non, tu peux lire tout de suite. Lis dans le temps, lis. À 23h, à 3h, quand même, il fait le live. 3h. Non, pardon. Quand ça commence à être chaud, tu veux couper comme ça. Vas-y, de s'il te plaît. Je suis fatigué, là. Tu veux que je... Non, attends un peu. De nouveau, vas-y, on t'écoute. C'est pour ça que je... Attendez, non, c'est comment? J'ai dit qu'il faut qu'il bouge ça. Je vois un John Lawson là parmi ceux qui regardent. Il fait beaucoup de posts, de longs posts sur Facebook. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne vient pas souvent en audio. Il monte sur les panels régulièrement. John Lawson, c'est quelqu'un qui vient sur les panels. J'étais surpris et amusé quand j'ai vu certains pingouins dire que c'est Maurice Kamto, il dit que c'est Kanovaski, il dit beaucoup de choses de lui, alors que je connais très bien John Lawson. On fait souvent des panels où il donne son avis, c'est quand même. Je ne l'ai jamais écouté. Oui, mais ça rassure toi, c'est quelqu'un qui agit et qui écrit beaucoup. Queen a raison aussi, hein. Après ça, tu peux aussi ouvrir le live J'ai un des lives à faire, c'est tout ce que je vous dois. Le reste là, un peu plus, frère, je te dis. Je peux lire la lettre rapidement? Non, lis la lettre, comment? Voilà. Attends, rapidement. Hein. Moi-même, j'ai envie de... Mais après, il faut aussi m'envoyer ça. Ouais, je vais t'envoyer, t'inquiète pas. S'il te plaît. Voilà. Voilà la lettre de Maurice Kamto. Lettre de démission du gouvernement de Maurice Kamto. Monsieur le Président de la République,
j'ai annoncé mon retrait de mes fonctions de ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au sein du gouvernement de la République. Tout d'abord, je l'ai fait avec loyalisme, au terme d'une démarche républicaine respectueuse de la très haute fonction et des prérogatives du chef de l'exécutif. Ce qu'il respecte ici, de moi-même, c'est les hautes fonctions de la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est le poste, ce n'est pas l'homme bien qu'il respecte, c'est le titre du chef de l'exécutif. Ce n'est pas Paul Biya. Ça veut dire que si je suis dans un pays et que je travaille avec une institution, je respecte l'institution à partir du moment où je considère que même si je ne le veux pas, c'est lui qui gère la nation. Tout à fait. Je l'ai fait dans la conscience des devoirs liés à mes charges publiques et le souci de m'en acquitter jusqu'au bout. On n'a plus besoin d'expliquer ça. Donc, il a estimé que ce qu'il était censé faire de 2004 à 2011, il a fait. Ensuite, je l'ai fait par patriotisme. Ni l'argent, ni les honneurs n'ont jamais été le mobile de mon dévouement au service du Cameroun. Pas de Paul Biya. Nul n'a le monopole du patriotisme, entend-on dire quelquefois. Mais chacun le conçoit et le vit peut-être à sa manière. Le patriotisme, pour moi, est l'amour inconditionnel de son pays. La souffrance pour sa décadence, l'aspiration à son unité et à sa grandeur. Ce n'est ni un chauvinisme, ni une xénophobie, mais une invite à partager avec soi cet amour de son pays. Un fil invisible relie en une chaîne ininterrompue tous ceux qui, par leurs gestes communs, ont forgé au cours de l'histoire l'âme de notre peuple. Le Cameroun n'est pas et ne peut être une juxtaposition d'étrangers qui se côtoient. Je m'arrête ici pour dire, Maurice Kamto parle de nation et se refuse de voir qu'on est en train d'avoir une succession de peuples juxtaposés les uns à côté des autres, à savoir les Bétides entre eux, les Bamileke entre eux, les Sawa entre eux, les Mundang entre eux, ainsi de suite les Bassa entre eux. Et il dit, la magie que charrie ce mot habite chaque parcelle de ce concentré d'Afrique, chaque moment, chaque lieu où souffle l'esprit de ceux qui se sont offerts pour qu'advienne ce pays une force de profondeur. Un sentiment non appris cheville à lui notre rêve de puissance. Il magnifie ici, dans ce texte, son pays. Il lui parle de ce que c'est qu'une nation. Et il commence avec la critique. Au président, hein, c'est même pas qu'il a envoyé au président à Paul Biya que prends, voilà ma démission, je te donne ça. Il dit, or, voici qu'une nation naguère rayonnante de prospérité, crainte et respectée dans sa zone d'influence naturelle et au-delà est désormais banalisée, débordée de toutes parts dans l'indifférence. On peut être, ou peut-être l'impuissance. J'ai grandi dans l'idée que le Cameroun était voué à un destin exceptionnel. Des horizons professionnels alléchants à l'étranger m'ont plu d'une fois ouvert leurs bras. Jamais je ne m'y suis précipité. J'ai obtenu le diplôme terminal sanctionnant mes études de droit dans une université du sud de la France un vendredi, un jour après un dimanche de novembre 1983. J'étais à Yaoundé, brûlant d'apporter ma modeste contribution à ce qui s'annonçait alors comme la grande odyssée nationale sous la houlette d'un homme réputé intègre,
fin lettré et moderne. J'ai refusé l'exil volontaire. Ceci est ma terre. J'y suis né. J'entends y vivre et contribuer à son développement et y mourir quand viendra l'heure. Ça, c'est en 2011. Ça te rappelle quoi, l'euro? La vidéo. On rappelle sa phrase au Conseil constitutionnel. Quand il rendait hommage à Georges Anisset et Canet. Je redis encore, il dit ici, on est en 2011, ceci est ma terre. J'y suis né. J'entends y vivre et contribuer à son développement et y mourir quand viendra l'heure. Je pense que je laisse dans le Monsieur, voilà. au fond. Révo ne t'entend plus bien. Révo ne t'entend plus bien. Bien là, c'est bon. C'est mieux? Non. C'est mieux? Voilà. C'est mieux? Ouais. Voilà, du coup, donc, tantôt, en août, je l'ai fait dans la fidélité à mon cheminement et à ma pensée profonde. Mon parcours n'est pas une énigme. Quelques repères jalonnent mon engagement. Et là, Maurice Kamto dit à Bia qui il est. Il lui rappelle, pas il lui dit, il lui rappelle qui. Écoutez, il dit, en 1979, l'année terminale de mes études de droit à l'Université de Yaoundé, fut engagé une réforme des programmes et de la durée des études qui ramena la licence de 4 à 3 ans en faculté de sciences et en faculté de lettres et sciences humaines. Mais la maintint à 4 ans en faculté de droit et de sciences économiques. Celle-ci se souleva contre cette discrimination, d'autant plus vivement ressentie qu'elle n'avait guère été expliquée. Les étudiants de cette faculté me portèrent à la tête d'un mouvement de grève. Comme de vous dire que je suis un ancien gréviste depuis la fac. Je suis d'un mouvement de grève. Pourquoi ça fait ça? Maintenant là, ça bouge. C'est mieux? Ouais. Donc, les étudiants de cette faculté me portaient à la tête du mouvement de grève. On était alors sous la férule d'un pouvoir autocratique. On parle du pouvoir de Aïdjo. Je fis de mon mieux pour porter la voix de mes camarades. Et au final, nous eûmes gain de cause. C'était une question de principe. C'est ce que Maurice Kamto dit parce que lui, il était déjà en 4e année de licence. Donc, il ne gagnait rien en allant se battre pour ses camarades. Mais parce qu'il voyait qu'il y avait de l'injustice pour ses camarades, que les autres classes avaient eu une licence en 3 ans et ses camarades derrière lui devaient avoir une licence en 4 ans. Il a pris fait et cause pour cela. Il aurait pu penser que bon, comme moi j'ai fait 4 ans, vous aussi vous allez faire 4 ans. Mais il a battu campagne pour lui et il a eu gain de cause. C'est une question de principe, dit-il, une lutte contre l'injustice dont étaient victimes nos jeunes cadets, car la réduction de la durée des études finalement entendue à notre faculté ne s'appliquait guère à nous qui étions déjà en 4e année de licence. Et nous le savions dès le départ. Alors, il savait que ça ne le profiterait pas, mais il l'a fait. Et il revient en disant maintenant à Paul Biya, en 1985, prié de rendre compte de l'ouvrage d'un collègue de l'Université de Yaoundé, philosophe bien connu chez nous, sur l'idée sociale du chef de l'État, je me suis risqué à en faire une présentation critique. Cet exercice des plus classiques m'a valu un séjour en prison.
dans les geôles de la BMM de Kondengui. Donc Maurice Kamto a fait la prison en 85 devant la querelle des égos qui domina le débat public quelque temps après. J'ai pris du champ et j'ai commis 2 ouvrages. L'urgence de la pensée. Donc c'est après son séjour en prison sous le règne de Biya, parce qu'il faut bien comprendre l'euro. En 85, Maurice Kamto a un accrochage avec Hubert Mono Djana qui lui demande de rédiger un papier sur l'idée sociale chez Paul Biya. Et lui, il fait un papier, il est objectif et dur. Il critique. Et ça lui vaut d'être arrêté, emprisonné. Et il réalise donc qu'il est donc face à une dictature. Et il décide d'écrire l'urgence de la pensée. Et ensuite, il écrit déchéance de la politique, qui exprime ma pensée profonde sur l'état politique de notre société. En 1992, face à la profonde aspiration de notre peuple au changement, je me suis engagé lors de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de cette année-là, en apportant mon soutien au candidat de l'Union pour le changement, qui proposait un mandat limité pour une période transitoire de 2 ans, afin de mettre en place des règles de jeu politique consensuelles. En 1994, j'ai répondu présent à l'appel du devoir national face à un péril extérieur sans précédent dans notre histoire, qui portait atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de notre pays. La péninsule de Bakassi et la zone du lac Tchad étaient occupées par des forces armées étrangères. Je n'ai pas eu la moindre hésitation quand le chef de l'État m'a donné l'occasion de servir une si haute et noble cause. Donc, il commence à travailler en 1994 pour des conditions et circonstances exceptionnelles qui mettent en danger Zaza, c'est une erreur. Comment? Non, je dis à Zaza, c'est une erreur. Oui, qui mettent en danger la nation camerounaise. C'est dans ce cadre-là qu'il vient, parce qu'on le consulte pour travailler en 1994 pour le problème de Bakassi et le problème du lac Tchad. Et il dit, en 2004, j'ai accepté d'entrer dans le gouvernement de la République. Mes désaccords sur bien des aspects de la conduite des affaires du pays étaient connus. Donc, j'étais déjà, tout le monde savait ce que je pensais de ton régime. Mais j'ai toujours pensé la politique comme une recherche collective, dans le dialogue des contraires, voire des antagonismes, de ce qu'il y a de meilleur pour la vie d'une nation. Donc, pour que la nation camerounaise vive, j'ai dû accepter cette offre pour avancer. Il faut pour cela de l'humilité et de la tolérance, une capacité à faire échec à l'arrogance des vainqueurs temporaires et à la vanité des détenteurs d'une vérité absolue. C'est en ce sens que j'ai écrit inlassablement depuis les années 1990 et dans divers supports. Pour ceux qui ne connaissent pas, en dehors de l'urgence de la pensée et des champs de la politique, Maurice Kamto a écrit de nombreux éditos et a fait de nombreux papiers dans les journaux sérieux de la République du Cameroun. Et si tu fouilles bien, tu vas en trouver pas mal. Je vais un jour me battre pour obtenir quelques-uns de ces textes qu'il faisait à l'époque, avant que Chanda Tom me limite en faisant des papiers similaires avec le messager. On va donc poursuivre. Qu'il est respect de celui qui pense différemment. Attends, donc, voilà. Et dans divers supports, que la concertation doit être au cœur de la conduite politique de la nation, parce qu'elle impose le respect de celui qui pense différemment, présomption qu'il est nanti de quelque intelligence, qu'il est porteur d'une possible contribution à la quête concertée des solutions pour le progrès collectif.
on ne peut pratiquer l'ostracisme politique et prétendre œuvrer pour le bien d'un peuple dans son ensemble. Il dit à Paul Biya que tu es en train d'ostraciser le peuple, monsieur. C'est pourquoi il m'a toujours paru indispensable de construire des ponts entre les compatriotes de bords politiques différents. Il n'y aura pas de grand soir où le Cameroun sera soudain vidé de tous ceux que nous n'aimons pas. Comme pour dire, on est condamné à vivre ensemble même si on ne s'aime pas. On ne se lèvera pas un matin et tous les sardinards seront chassés pour aller être jetés dans un autre pays. On est obligé de vivre ensemble et c'est la conclusion de Maurice Kamto sur ce paragraphe. Il ne restera plus ceux qui pensent comme il ne restera plus que ceux qui pensent comme nous. Et il dit, sur ce socle de réflexion, j'étais résolu à apporter ma pleine contribution pour la réussite du septennat qui s'ouvrait en 2004 et qui était joliment baptisé septennat des grandes ambitions. Je rêvais le président de la République en bâtisseur. Il fallait qu'il entrât dans l'histoire dans cette stature, car je ne souhaite pas pour mon pays le ressac des recommencements infinis que rythment les échecs des hommes. Donc sa volonté pour son pays, c'est que malgré mes divergences avec Biya, mon souhait pour le Cameroun, c'est que si Biya dit qu'il y a des grandes ambitions, je lui souhaite de réaliser ces grandes ambitions pour le bonheur des Camerounais. Et il dit, et où l'histoire débute à chaque nouveau chef de l'État comme s'il émergeait du néant. Je me suis donc engagé sans réserve et j'ai servi avec dénouement et loyauté absolue. Enfin, j'ai pris la décision du 30 novembre 2011 pour l'avenir et l'amour de mon pays. Les défis multiples du monde globalisé ébranlent même les vieilles et riches nations. Nous n'avons point identifié ceux auxquels sera confronté le Cameroun. En conséquence, nulle part nous ne préparons le pays à les relever. On est en 2011, il dit à Paul Biya que je constate que tu n'es pas en train de changer le pays. La nation camerounaise se fissure silencieusement sous la puissance tellurique. Puissance tellurique, c'est la puissance de la terre, ça veut dire que l'attirance de la terre, un truc comme ça, des haines grégaires incompréhensibles mais fantasmées. Des haines grégaires incompréhensibles. Quelles sont les haines grégaires qui existent au Cameroun déjà? Loro. Hein? Faites ça ailleurs. Allez chez vous. Le tribalisme, oui. On est en 2011. Il fait déjà ce constat. Mais je ne pouvais me résoudre à regarder indéfiniment instillé dans notre société ce venin du tribalisme qui empoisonnerait l'âme et la vie de la nation. On est en 2011, frère. Et c'est Maurice Kamto qui aura apporté le tribalisme au Cameroun. Il fait ce constat comment? Et il dit qui empoisonnerait l'âme et la vie de la nation camerounaise pour des générations encore. Le siècle avance cependant que le pays piétine. L'unanimisme politique a repris le dessus et la démocratie camerounaise regresse. L'unanimisme politique, c'est que tout pour Paul Biya, tout pour le RDPC, rien pour les autres. N'offrant plus au peuple camerounais que le choix improbable entre un parti État et lui-même. Il poursuit. L'état de droit bégaie devant tant de violences inutiles et de familles qui crient justice en vain. La tragédie se noue à nos portes et nous refusons de voir. Les conditions de vie infra-humaines du plus grand nombre, ça veut dire que les conditions de vie, on peut dire humaines un peu en dessous de ce qu'il faudrait, du plus grand nombre et le chômage massif des jeunes mêlés au chaos urbain annoncent les explosions sociales à venir. Et vous voyez déjà venir les crises qu'on peut imaginer. Les replis identitaires nous appellent en urgence à la réflexion sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble doit être construit par une politique d'un dirigeant. Dans notre patrie commune, y compris
en entendant la parole de nos compatriotes anglophones. On est en 2011, je vous parle de la crise anglophone, l'euro. 2011, frère, 5 ans avant, dont le mal-être ruine progressivement la ferveur. Il parlait déjà de ça. Bien sûr qu'il parlait de ça, comme personne de vous n'est concerné. Je cherche à comprendre ce que l'homme là avait vu avant. Vous croyez que c'était être comme vous. C'est bien qui est profondément averti dans l'idée de la nation. Je dis bien, cette lettre, elle est disponible sur Cameroun Infonet, elle était disponible sur camer.be, elle était disponible sur plein de plateformes à l'époque. Et il fallait la lire. À l'époque, quand il écrivait ça, qui aurait pu croire que ce qu'il disait avait sens? Finalement, 5 ans plus tard, on découvrira. Aujourd'hui, avec le tribalisme, c'est aujourd'hui un fléau bien présent. Et le tribalisme en France, on comprend. Elle est aussi disponible sur Cameroun Actuel, de nouveau. Cameroun Cameroun, oui, ça c'est récent. Mais je vais dire que c'est quelque chose que j'ai lu en 2013. Pour être honnête avec vous. Donc, et il dit, je poursuis, et du plus grand nombre, et le chômage massif des jeunes, mêlé au chaos urbain, annonce des explosions sociales à venir. Ah non, ça va, j'ai lu ça. Dont le mal-être ruine progressivement la ferveur des retrouvailles fraternelles de 1961 et expose le pays à la déchirure. Il dit, j'ai pris cette décision dans l'assurance que l'on peut offrir un autre futur à notre jeunesse nombreuse, ingénieuse et ardente, en actionnant les divers leviers de formation, de création de richesses et d'emplois qui demeurent grippés par l'immobilisme et le manque d'imagination. Par les pratiques destructrices de l'initiative et de l'audace. Je l'ai fait avec la ferme conviction qu'ensemble, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, rassemblés et unis dans la foi commune, en cette terre des douleurs et de promesses, nous pouvons refonder le Cameroun, enraciner l'économie nationale dans une agriculture modernisée et une industrie conquérante, construire une économie du savoir dont la matière première est la matière grise. Jeter les ponts de la solidarité pour ne pas abandonner les plus faibles sur l'autre rive, celle de la misère et de l'indignité, et protéger le pays dans un rayonnement international qui établisse son influence dans le concert des nations. Le 9 octobre 2011, le peuple camerounais a exprimé sa volonté souveraine. Je souhaite au président de la République réélu, dans l'intérêt de notre peuple, de puiser dans cette confiance renouvelée le souffle nécessaire à la réalisation de son programme pour son nouveau septennat. Une école, un port, une route, un hôpital, un pont ou un barrage construit. Il ne sera plus à construire. C'est-à-dire que c'est ce qu'il veut. Fais quand même quelque chose comme ça. Si quelqu'un vient après toi, il ne refera rien et il continuera seulement sur ce que tu as fait. Dans le même temps, à tous ceux qui entendent les échos de cette terre en appel d'un monde nouveau, je dis que la voie s'ouvre à une espérance nouvelle. Voici le dernier paragraphe, au lieu dernier. Que les partis politiques de l'opposition, les acteurs de la société civile, les membres éclairés du parti dominant, les nombreux citoyens anonymes qui ont consenti tant de sacrifices pour la liberté, l'avènement et le progrès de la démocratie dans notre pays, trouvent dans cette terre, aux espoirs souvent trop vite gaspillés, la puissance du dépassement pour porter cette espérance à son accomplissement. Et il conclut, nous serons du mouvement. On est en novembre 2011, le parti n'est pas encore créé.
Il y a des gens là dehors qui disent que ce sont eux qui avaient créé le parti et que ce sont eux qui avaient donné le nom. Et c'est même là où sort la Renaissance. Je dis donc, il dit, nous serons du mouvement. Pour ce faire, nous présenterons au pays, il dit à Paul Bien, dans les temps qui viennent, des idées et une équipe pour les porter. Il s'agira d'hommes et de femmes acquis à la cause de la paix, par la justice, respectueux des institutions de la République et résolument tournés vers l'avenir, celui de la renaissance nationale pour un Cameroun qui gagne. Vive le Cameroun, Maurice Kamto. Donc il dit, nous serons du mouvement pour la renaissance nationale. Voilà la lettre de Maurice Kamto, fait le 30 novembre 2011. Que beaucoup de pingouins ne comprennent pas la profondeur et déjà la position de l'homme à l'époque. Est-il resté constant à vous l'antenne, monsieur l'Européen? Sans te couper, aujourd'hui, à travers la lettre que tu as lue, vraiment, je comprends que c'est... Parce qu'il y a des éléments que tu as lus dans la lettre qui avaient quelque chose avant. Il a déjà vu. C'est incroyable. J'ai encore plus pris d'estime pour lui là aujourd'hui grâce à cette lettre. Je ne savais pas que c'était... C'est vraiment... Bref. Vas-y, continue. Je laisse Isaac réagir d'abord. Papa Isaac. Bonsoir Délivrant. Je devrais me t'appeler là, mais j'étais un peu pris là, je suis encore en train de bosser. De toutes les façons, Délivrant, merci déjà d'avoir fait allusion à cette lettre. On peut être tous sur les panels, on peut discuter tout le temps, mais on n'a pas la même façon de voir les choses. Moi, j'ai quelque chose que je demande depuis à mes jeunes frères qui n'ont pas été là en 92, 94, 2004, 2011, avec tout ce qui s'est passé. Je dis, ne faites plus cette lutte. Quand vous voyez la lettre qu'on vient de lire, ne faites plus cette lutte sans essayer d'avoir vous ressourcer, même dans les années 58. Prenez chaque semaine un temps pour essayer de fouiller les choses de ce qui s'est passé, même ne serait-ce que les conclusions. Avec ChatGPT aujourd'hui, vous pouvez avoir des conclusions de ce qui s'est passé en 58, des conclusions de ce qui s'est passé en 92, pour avoir une idée. Parce que vous voyez qu'avec cette lettre qu'on vient de lire, quand on est sur les panels, vous voyez des gens qui viennent dire du n'importe quoi sur le MSC, sur la politique de Kamto, et ainsi de suite. Donc, et généralement, vous allez constater que ceux qui ont dépassé les 45 ans et plus, 50 ans, ils connaissent la vérité. Mais pour des raisons d'intérêt individuel ou je ne sais pas communautaire ou ainsi de suite, ils viennent sur les panels, ils déroutent tous les jeunes qui ne prennent pas la peine de vouloir lire, mais qui défendent parce qu'ils font confiance peut-être à un leader, ils suivent. Mais quand vous êtes enraciné dans ce qui s'est passé en 2011 là par exemple, au moment où il démissionne, vous comprenez tout de suite la vision de l'homme. Et je vais partager une chose ici qui m'avait, même un moment, un peu écœuré. J'ai eu cette chance de pouvoir discuter avec lui-même, avec d'autres gens à côté, parce que je voulais comprendre. Parce que je me posais la question, au stade où il était, pourquoi il ne s'était pas engagé frontalement, alors qu'en 92, déjà, on voyait les dégâts que Biya avait causés à moins de combien, de 84 à 92, ça fait, si on fait les mathématiques, 8 ans. À peine 8 ans au pouvoir, les dégâts étaient déjà énormes. Et voilà pourquoi, avec le vent de l'Est, le multipartisme est arrivé, il a été contraint, parce que les gens font comme si il avait seulement accepté. Non, il avait été contraint, parce que les villes mortes et tout ce qu'il y avait, le pays était en train d'aller en lambeaux, et il a été contraint, mais il a joué encore à une autre roubladise, il a organisé une tripartite.
Et cette tripartite, avec Sadou Ayatou qui était Premier ministre, ils ont encore jonglé comme ils ont l'habitude de faire. Et moi, je soupçonne toujours que ça avait des mallettes d'argent, qu'on a corrompu les gens et ils sont allés signer du n'importe quoi à cette tripartite. Et on en paye le prix encore jusqu'à aujourd'hui. Et en 94, les élections étaient des élections bâclées. Il gagnait, l'opposition était en lambeaux. En 2004, même chose. 2011, quand il prend le pouvoir là, au moment où Moïse Kamto démissionne, cette lettre est très importante parce qu'il vous donne bien les raisons pour lesquelles il est entré dans le gouvernement. Il vous dit bien, maintenant sa mission est terminée. Et il a fait par patriotisme et amour pour son pays. Et il décide de partir. Il vous dit bien, le tribalisme d'État qui est en train de s'installer va créer des dégâts énormes. Il faut arrêter. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Il faut le vivre. Il faut le travailler. Il donne toutes ces raisons-là. Et après, il attire l'attention sur ce qui va se passer. C'est-à-dire, lui, il dit déjà ce qu'il va faire et que d'un moment à l'autre, vous allez voir un autre mouvement qui, au fait, est la renaissance d'où part ce que vous comprenez aujourd'hui, le MRC. Il le dit à la fin de sa lettre. Donc, quand les gens viennent aujourd'hui, ils racontent du n'importe quoi, ils essayent de vouloir attirer l'attention pour faire croire que celui qui a amené le tribalisme, parce qu'ils ont suivi un discours qui avait sa place au Conseil constitutionnel en 2018. Mais ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas, par exemple, vu cette lettre ou lu cette lettre, qui n'étaient pas là en 92, ils pensent que ceux qui le disent ont un point, alors qu'ils n'ont aucun point. C'est de la roubladise, c'est de la manipulation et c'est de la haine gratuite. Parce qu'au fait, le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui, c'est que on a affamé les populations, on a fait croire aux populations que c'est un problème de tribus, de communautés qui est en train de les rendre pauvres. Et comme dans notre pays aujourd'hui, il y a trop de jalousie. Et cette jalousie-là n'est même pas seulement entre les tribus, même dans les propres familles. Vous allez voir que certaines jalousies sont parfois innées parce que nous avons grandi comme cela. Et tout ça amène les gens aujourd'hui à se haïr et de pouvoir évoluer. Donc, cette lettre, je dis encore merci de l'avoir amenée. Il faut de temps en temps la distribuer maintenant et que les gens le lisent. Et qu'on voit ce qui s'est passé en 92, ce qui s'est passé en 94, ce qui s'est passé en 2004 avec Adamou Damdjoua quand il a été élu candidat pour l'Union du changement. En ce moment-là, ils avaient fait une réunion comme en 92 et Foundi a préféré dire que non, il est plus populaire, il ne va pas. Mais au fait, ce n'était pas parce qu'il était plus populaire, c'est parce que ceux qui sont en face s'organisent pour qu'il n'y ait jamais d'entente. Parce que si, par exemple, Foundi était allé en disant « Moi, je suis allé en 92, voilà ce qui s'est passé », alors qu'il n'a même pas revendiqué sa victoire, maintenant je laisse Adamou Damdjoua passer et je le supporte, on aurait eu une opposition assez forte. On n'a pas eu d'opposition forte parce que les gens sont corrompus dans cette opposition. Donc voilà ce que je peux dire pour chuter l'euro. Il faut qu'on apprenne notre histoire, qu'on essaie de voir pourquoi un monsieur comme Kamto se lance en politique. Et je pense que s'il s'est lancé, même un peu tard, c'est parce que quelque part, je crois qu'il était... c'est pas facile. Vous voyez des gens aujourd'hui qui se lancent en politique, ils n'ont même pas 5 francs en poche. Vous ne pouvez pas faire la politique si vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas sortir d'université, vous êtes là, vous n'avez même pas encore fini sur les bancs d'université, vous décidez que vous allez conquérir pour être député, alors que vous n'avez même pas de quoi manger. Mais on va vous corrompre. On va vous corrompre et vous allez accepter parce que vous avez faim. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, merci Revo, pour avoir lu cette lettre. Je n'ai jamais songé moi-même à lire le contenu de cette lettre. Ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Et pourtant, là-dedans, il y avait déjà les éléments annonciateurs
de la naissance du mouvement pour la Renaissance. Il y avait déjà là le message envoyé à Maurice Kamto, à M. Biya, directement, que je vais te faire la guerre. Je vais te faire la guerre. Et je comprends pourquoi, dans certains postes de Boris Breton, il avait dit qu'on avait posé la question à Biya de savoir qu'est-ce qu'il a réellement avec le président Maurice Kamto. J'avais vu un poste comme ça sur Boris Breton. Et il a dit que c'est une affaire personnelle. Que c'est ce que Biya avait dit. Que c'est une affaire personnelle. Je veux surtout noter le caractère de sang-froid que le professeur Maurice Kamto a eu pour écrire cette lettre remplie de vérité à M. Biya. On va faire le remix de la lettre arrivée. Cette lettre mérite qu'on fasse le bis pour mieux décrypter ça. Lolo, est-ce que tu as remarqué quelque chose dans cette lettre? Ça dit que chaque paragraphe a quelque chose d'important à tirer. Il y a ce paragraphe qui parle de la souveraineté de notre État et après la réélection de Paul Biya, qui gagne une élection comme on connaît toujours à pas de couture. Mais Maurice Kamto montre à quel point les institutions d'un pays, même si ce n'est pas bien ficelé, mais sont importantes. Il montre et il dit le 9 octobre 2011, le peuple camerounais a exprimé sa volonté souveraine. Même si on sait comment se passent les élections au Cameroun, il le dit et il dit je souhaite au président de la République réélu, dans l'intérêt, malgré tous les griefs qu'il a cités, dans l'intérêt de notre peuple, de puiser dans cette confiance renouvelée le souffle nécessaire à la réalisation de son programme pour son nouveau septennat. Ça veut dire qu'il continue à croire que celui-là qui vient d'être réélu, même si on sait dans quelles conditions, va penser au bien-être des populations et va faire un projet qui pourra suivre. Parce que même s'il laisse 2 ponts, il aurait laissé quelque chose. Les autres viendront continuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé de 2011 à aujourd'hui? Si on essaie de regarder ce qu'il a laissé quoi? Et il précise une école, un pont, une route, un hôpital, un pont ou un barrage construit, ce sera plus à reconstruire. Dans le même temps, à tous ceux qui attendent les échos de cette terre, un appel du monde nouveau. J'ai dit que la voie s'ouvre à une espérance nouvelle. Que la voie s'ouvre à une espérance nouvelle. Bon, quand tu vois ça, tu sens que c'est quelqu'un qui est attaché à son pays. Les gens ont beau dire, oh, on le suit parce qu'il est de ceci, oh, vous le suivez parce qu'il est originaire. Mais c'est de la manipulation. Ils savent eux-mêmes que ce monsieur a un amour profond pour son pays. Mais comme on vit dans un pays où on n'a plus d'éducation, l'éducation a foutu, c'est-à-dire qu'on a jeté ça par la fenêtre, voilà les résultats que nous avons. Donc, comme j'ai dit tantôt à Révo, on va faire le bis. On va faire le bis de cette lettre.
certainement, on va s'accorder sur un jour pour analyser ça de fond en comble. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Et pourtant, cette lettre... Il y a un autre truc que j'aimerais ajouter. Je suis encore en train de chercher ce discours-là. Je ne l'ai pas. J'étais présent quand il le tenait. Son intervention, lorsque Fundi faisait sa campagne le tour du pays, il a intervenu à un endroit, c'était à Bafoussam, au stade municipal. Il faut aussi voir cette intervention-là. Très importante. Très importante. Donc, peut-être ça va te donner l'occasion, peut-être à nous aussi, d'aller chercher justement le discours. Mais on va retravailler ça. J'ai pas envie de beaucoup m'étendre dessus parce que ce serait survoler ça. J'ai pas envie de survoler. Donc, on va faire bis, c'est-à-dire ou un bis. De l'analyse de cette lettre, parce que je trouve qu'elle est remplie d'un message profond. Donc, je ne veux pas faire du survolage. Donc, Révo, si tu es là, si tu veux ajouter quelque chose pour la fin, tu ajoutes et puis on va retravailler ça. Tu es là? Est-ce que est là? Bon. Papa Isaac, je te laisse 1 minute pour chuter. Puis, je vais aller me reposer. Bon. Je suppose que... Excuse-moi, mon micro était fermé. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Je dis, quand on accuse Kanto, les gens disent du n'importe quoi. Le discours, par exemple, pour ceux qui vont le retrouver, qui pourront le lire, le discours qu'il avait tenu à Bafoussam, il a fait ce discours pour une raison. Parce qu'on était en train de faire croire que toutes les populations de l'Ouest parfois sont derrière le président Biya, et ainsi de suite. Donc, il avait fait ce discours au nom des élites. Donc, Tom Fundi faisait le tour du Cameroun et il était même dans sa campagne en tant que conseiller et tout. Dès que c'est arrivé à l'Ouest, donc il a fait ce discours en tant que représentant de l'élite. Et une façon de dire, ça c'est ma conclusion d'une partie de ce discours, de dire que l'élite ne se limite pas seulement aux membres du RDPC. Parce que ce qu'on voulait faire croire toujours aux populations, que toute l'élite importante de l'Ouest est derrière le RDPC, le Canada, ce qui était faux. Donc il a fait un discours assez musclé là-bas en campagne, où il est devenu une target. Donc la position que ce monsieur, que ce programme pour ça utilise aujourd'hui, il le fait avec beaucoup de tact. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, c'est un combat qu'il mène depuis, même quand il était étudiant. Voilà. Nous allons, comme je l'ai dit tantôt, nous allons, avec une meilleure énergie, on va retravailler ça. Je vous remercie infiniment d'avoir été là tout au courant du live. On se donne rendez-vous pour des prochaines éditions. C'était l'Europiana, les amis. Le soldat têtu. Le combat continue. On est ensemble.